Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Celui de la semaine numéro 42 qui s'est écoulé du 13 au 19 octobre. Je vais donc vous parler du film, des 5 mangas, des 2 comics et du jeu vidéo que j'ai découvert ou terminé pendant cette semaine-là. Première nouvelle à féliciter, j'enregistre ça, un lundi soir, c'est bien. C'est un peu une victoire, infime parce que l'épisode était censé sortir, hier et que donc je le tourne en retard et pas, en avance de manière motivante, comme j'aurais dû faire. Mais ça faisait quelques semaines que j'avais pas enregistré un autre jour que le dimanche, juste avant l'épisode. Donc en soi, si j'étais pas en retard, peut-être que j'aurais pu enregistrer l'épisode de la semaine 43 au bon moment. On sait pas, peut-être que j'aurais pu être à l'heure. Mais ouais, encore une fois, j'ai eu du mal à trouver le temps pour enregistrer dans ma semaine. 2 soirs pris par la grimpe, un soir pris par le cinéma, parce que j'ajoute des trucs petit à petit dans ma routine. Mais du coup, tout ce qui est Komorebi, ça a du mal à rentrer dedans. 2 soirs pris, par des soirées où j'étais pas à la maison, ce qui me laissait finalement, que le lundi soir, à la maison, pas trouver la motivation. Et pour le week-end, ben, samedi, j'ai dormi, 12 heures, puis, j'étais pas chez moi, puis, j'étais pas chez moi. Donc bah, c'était compliqué. Et dimanche, j'ai manqué de motivation. Mais en soi, vrai temps d'enregistrement, j'avais lundi soir et dimanche toute la journée. Ce qui est pas non plus méga motivant pour se dire: «Tiens, si je devenais, du Komorebi?» Ça fait assez short quoi pour se dire que tu vas faire ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la semaine 43 qui vient de s'écouler, mais là bien la semaine 42. En semaine 42, je me souviens évidemment pas de grand-chose côté perso. Je sais que j'ai réussi à passer une blanche à l'escalade, donc le niveau le plus dur de ma salle. Ça faisait un sacré moment que c'était pas arrivé et c'est rigolo. Le départ, c'est une pomme de main, sur une prise en plastique ronde à tenir. Je mettais la main dessus, je glissais, immédiatement et même, mes camarades d'escalade qui sont quand même très globalement moins forts que moi, tenaient cette prise facilement et allaient tous plus loin que moi. Et récemment, je me suis motivé à m'acheter de la magnésie, pour que ça soit moins compliqué, dans ce genre de situation pour éviter de glisser avec ma peau toute nulle. Et en 2 essais, j'ai réussi à passer le bloc, en entier. C'est pas forcément, gratifiant de se dire que j'étais bloqué depuis un petit moment juste parce que j'ai pas la bonne peau. Et jeudi, quand j'ai voulu repasser le bloc, pour le filmer, il y a mon doigt gauche, en tenant une prise sur mon 5e essai d'affilée, qui a fait un gros crac et depuis, j'ai régulièrement mal au doigt, alors que j'ai pas forcé plus que ça depuis. J'ai arrêté ma séance directe et j'ai grimpé que 3 jours après donc franchement, très raisonnable. Voilà, principalement côté perso. Pour la semaine 42, la liste globale, je vous l'ai dit, donc on va pouvoir commencer très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous pensez des œuvres dont je vais parler dans cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage. Je ne réagis que maintenant, mais c'est quand même fou de réussir à créer une petite routine, hein. L'escalade, ça tient régulièrement au nombre de séances. Je lis 7 mangas ou comics par semaine. Je regarde un film par semaine. Des fois, il y a quelques trucs en plus. Par contre, dès qu'il s'agit d'être Komorebi, c'est le seul truc qui n'arrive pas à tenir dans la longueur et dans l'énergie. C'est dommage. Mais bref, j'ai commencé cette semaine-là avec un excellent moment. En même temps, cette semaine, vous le verrez, a été plutôt bonne avec un très bon cru. Et on a ouvert avec le visionnage de L'île aux chiens. On en a parlé dans l'épisode précédent. J'ai découvert Wes Anderson avec The Grand Budapest Hotel et j'ai découvert quasiment tous les films qui sont sortis depuis. Il manquait bah, du coup L'île aux chiens. Et je découvre petit à petit les précédents. Je m'étais fait
bienvenue à bord de Darjeeling Limited et Rushmore dans l'épisode précédent. Et donc là, on est à nouveau sur un film un peu plus récent, qui est donc, beaucoup plus marqué avec son style, récent, très, léché, très cadré, très symétrique, très coloré, très, fabuleux et surtout, ben, il y a un mélange de beaucoup de choses qui me plaisent bien de base. Le Japon, la stop motion, la beauté plastique globale de Wes Anderson, le fait que c'est splendide, oui, c'est 2 points différents et le fait que ce soit totalement libre, qui est globalement lié au fait que ça soit de la stop motion et qui permet donc beaucoup plus de choses et de liberté qu'en imaginant des scènes avec, des humains et j'ai passé un moment trop agréable d'un bout à l'autre. Le film est, très touchant, avec, son petit, personnage principal qui est, très jeune et qui subit de sacrées expériences, mais qui peut compter sur l'aide de son chien ou, au moins dans un premier temps, sur l'amour qu'il a pour lui et surtout avec les, autres chiens qu'il rencontre dans sa quête et un en particulier qui est, tout comme lui, esseulé, pas très ouvert aux autres, parce qu'il a été, maltraité, heu, qui offre une histoire bien touchante à eux 2. Ça fait, très, écologique comme film, mais bah, du coup, ça, c'est pas spécialement un défaut, parce que c'est bien mené. Le reste de la population, en étant inspiré par cette histoire de juste un jeune qui va dans la décharge du Japon pour récupérer son chien et qui découvre tous les problèmes qui y sont liés, amène une grosse énergie sociale. C'est pas le moteur du film, mais c'est un sujet très important qui est lié et ça marche bien comme dosage, pardon, parce que, ben oui, si on veut plus de liberté et d'amour, c'est peut-être bien de faire attention à notre planète. Parce que sans planète, on aura surtout, du froid et de la solitude et du silence. Ah, c'est pas si pire en fait. Je l'ai déjà dit, mais le film est sacrément dur avec le personnage du jeune, Akira et frère frère et faire souffrir un enfant comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, mais bon, bah, ça marche plutôt bien, hein, pour être touchant et marquer les esprits. D'autant plus quand c'est servi par une forme aussi magnifique, avec des cadres, avec de la symétrie, avec un gros travail de l'image, des décors, des personnages. J'adore l'animation. On voit très fort le côté stop motion, mais ça marche trop bien. Les déplacements en sont que plus surprenants et singuliers. Et en plus de tout ça, le film se trouve, je ne sais où, le luxe d'être drôle. Il y a des passages qui marchent très bien dans l'évaluation de la relation entre les 2 abandonnés. Je pense, notamment, à la scène du toboggan ou à la scène de la séparation en 2 groupes et ben, tout cet ensemble, ça fait un film très rythmé et très agréable à voir. Franchement, j'ai rien à redire. Peut-être mon préféré de Wes Anderson? Il y a de grandes chances, ouais. Ensuite, on passe à quelque chose de bien plus moyen avec, le volume 15 de Spy X Family et c'est dommage que ça soit moyen. Parce qu'il y a des bons trucs, hein, les personnages arrivent à être, attachants dans des chapitres, qui leur sont dédiés et qui les montrent un peu dans leur routine. Mais bon, bah, au volume 15, j'aimerais bien qu'on soit un peu dans autre chose que de la vie de tous les jours un peu classique des personnages. Peut-être qu'une intrigue, un fil rouge, ça pourrait être intéressant. Et ça permettrait de faire évoluer les personnages plus que, ben, qu'il ne leur arrive rien. Parce que dans ce volume, on a la fin du flashback de Martha, qui est déjà pas un personnage qui nous intéressait spécialement jusqu'ici, mais son flashback est pas mauvais. Peut-être que ça permettra de rendre ce personnage utile plus tard.
À aucun moment, on va retrouver ce personnage, je pense. Il y a des choses cool. Elle a participé à la guerre, elle y a survécu grâce à la gentillesse individuelle, peu importe les camps. Il y a eu de la perte en chemin, évidemment, donc c'est dur à traiter. Et surtout, en plus de ça, elle a perdu un amour qui était absolument évident, parce que, ben, elle a pris trop de temps pour revenir de la guerre et qu'en plus, c'était pas sûr. Voilà. Il y a un chapitre avec un phoque. Voilà. Il y a un chapitre où Damien et ses potes partent à l'aventure, et on se rend compte qu'ils sont pas toujours très vaillants. Ils sont mignons. On a un chapitre sur Frankie, qui essaye de faire de son mieux malgré la nullité globale de sa vie, et ça le rend d'autant plus stylé et c'est mignon. On a un repas terrifiant chez la famille Desmond, avec des gens dans le mutisme, avec des gens qui aiment bien ça ou qui le subissent juste, et avec des gens qui aimeraient bien avoir une famille un peu plus normale. Et derrière, il y a une fête un peu mignonne, avec les enfants qui s'amusent bien, et une tentative de libérer Melinda Desmond, qui pourrait faire un peu avancer le fil rouge et qui serait possiblement intéressant, mais c'est déjà la fin. Il y a pas mal hein, de sujets cool. Globalement, les chapitres sur Frankie étaient mignons, sur Damien étaient mignons, la fin du flashback était très cool, le repas était très cool. Il y a que le chapitre du phoque qui m'a vraiment indifféré et qui n'apporte pas grand chose. Tout le reste est un peu cool pour les personnages, mais ça traîne énormément et ça craint au volume 15 que ça traîne autant. Heureusement, je lis les chapitres en scan sur Manga Plus, et ça avance de fou après là, fou. Je ne sais pas par quelle sorcellerie c'est arrivé, mais j'ai adoré le volume 25 de My Home Hero, l'avant-dernier de la série. On a beaucoup moins de personnages, c'est vraiment pas rapide, et on a eu 2 volumes de flashback pour retarder cet affrontement final, et pourtant j'ai passé un excellent moment. C'est fou. J'ai trouvé cette série superbe quasiment du début à la fin, alors qu'on a eu 3 arcs bien différents. Franchement, je savais pas que j'étais aussi fanat de Thriller. Parce que j'écoute pas Michael Jackson en fait. Thriller! Voilà, la connaissance de Michael Jackson de fou là. Euh, Ça fait un moment, comme on l'a vu, que Tetsuo, les deux du village et le pote de Tetsuo faisaient tout à 4. Et que Asa, la fille du village, était sacrément folle et dangereuse. Au cours d'une de leurs missions pour attirer Shino, elle a littéralement détruit un sans-abri juste parce qu'elle les a vus. C'est peut-être un poil excessif comme façon de protéger les gens. Et donc ouais, c'est un groupe globalement compliqué à traiter de base, parce qu'il y a quand même 4 fortes personnalités, et ce qui fait qu'il y a aucune confiance au sein de ce groupe, ce qui crée des difficultés plutôt grandes quand les objectifs des uns et des autres, c'est de tuer des gens. Quand tu pas d'accord sur les gens à tuer, qu'il y a des mensonges par-ci par-là, qu'il y a aucune confiance, c'est compliqué d'aller au bout sans se mettre en danger les uns les autres. Woa, le mec du village, ne tue pas Shino parce qu'il veut d'abord questionner Tetsuo sur la situation, sur où est sa cible à lui, sur ce qui s'est passé, sur qui est ce Shino. Et justement, Tetsuo est ok pour se dévoiler, mais c'est soit trop tôt, parce que ben, l'histoire n'est pas terminée alors qu'il le pensait, soit bien trop tard. Parce que quel intérêt il a à leur dire la vérité maintenant, alors qu'il a fait que leur mentir depuis le début pour les contrôler? C'est dangereux, mais c'était terminé, tu vois. Et ouais, c'est un volume finalement où Tetsuo fait pas mal d'erreurs. Là, parce qu'il a aucune confiance, et même depuis le début de cette 3e partie, sa maison a brûlé juste parce que Shino était jaloux que
Kubo s'intéresse autant à son adversaire et pas à lui. Et après, ben, une fois qu'il avait brûlé sa maison, il comptait, partir. C'est, juste parce que Tetsuo a voulu, se venger, que toute cette troisième partie existe finalement. Et j'aime beaucoup les conséquences et les implications de chaque choix qu'il y a depuis le début, qui entraîne tout le monde dans une boule de merde gigantesque, ça marche très bien. Mais surtout, ce que j'ai préféré dans ce volume-là, c'est le personnage de Shino. Il est dans la merde, il a littéralement 4 adversaires face à lui, 2 vraiment sûrs et 2 un peu incertains. Il est pas très fort physiquement et pas très dans la bataille. Il s'est fait couper, quelques doigts, mais il est tellement malin et tellement dans l'éloquence, je trouve ça super intéressant. Il ment sur tout et n'importe quoi pour s'immiscer dans la moindre petite faille de méfiance de ce groupe, qui en a plein, et en profite pour en contrôler certains, pour cacher des flingues, pour tirer sur tout le monde. Et justement, le volume se termine quand littéralement les 5 personnages sont à terre. C'est un volume trop intéressant et trop complet. J'aime beaucoup cette fin de série qui se sert beaucoup et très bien de ce qui s'est passé avant, des moindres choix, des moindres conséquences, des personnages qui restent, et qui offre un sacré suspense, bien aidé pour le coup par sa lenteur, qui a du sens dans un thriller. En même temps, les parties, je vais regarder la dernière fois, c'était 6 tomes pour la première, 11 pour la deuxième, et là on en est à... c'est 9 pour la troisième. Ce qui fait au final des chiffres tout à fait chiffresques. Hein. Trop malin de compter les tomes de partie pour rien faire de cette information. Le mec est pertinent de fou là. Et déjà le troisième S de l'épisode. Avant-dernier déjà, mais c'est tellement rare qu'on ait des S et qu'il y en ait autant dans une semaine. C'est une dinguerie de faire ça. J'ai lu Bota Bota, ou plutôt devrais-je dire Bota Bota Bota. One shot de Paru Itagaki, vendeuse au magasin de manga. Elle m'a dit que c'était un bon choix quand je l'ai pris d'abord, donc j'ai eu bien raison. Bon, j'ai adoré, elle avait raison aussi. One shot par chapitre. Parce qu'en fait, elle avait fait un one shot avec un Père Noël et une prostituée qu'on voit à la fin de ce volume-là dans un magazine. Elle s'est dit, toi, j'aimerais trop écrire Sanda avec ces personnages. Donc elle a demandé à son éditeur si elle pouvait prendre les personnages pour les faire dans un autre magazine. Il a dit, d'accord, mais tu me dessines un one shot. Ce qui a donné Bota Bota. Intrigue très découpée en chapitres pour de vrai, sur un personnage qui déteste tout ce qui est dégoûtant chez les humains, donc le fait de se mélanger à d'autres, principalement. Donc elle chauffe très vite, parce que elle veut, dira-t-on. Le problème, c'est qu'après, ça la fait saigner abondamment du nez, et fait fuir la plupart de ses conquêtes. Parce que même si elle a un joli corps, c'est plutôt terrifiant. Et donc ouais, les premiers chapitres, c'est pour expliquer la situation, expliquer son problème, expliquer qu'un peu tout peut être dégoûtant, l'acte en lui-même, mais l'argent et les mensonges, c'est dégoûtant aussi. Le fait de forcer le destin pour faire comme dans un film, c'est dégoûtant aussi. Même quelqu'un qui est pas dégoûté parce que c'est son métier et euh, surtout parce qu'il est romantique, bah, c'est ok, mais bah, c'est très rapide et ça suffit pas à combler le cœur parce que finalement c'est pas que du sexe qui était demandé, mais de la compréhension et de l'amour. Et finalement, surprise aux grandes surprises, c'est un mec hyper sympa qui accepte tout et qui ne force pas, qui est un oui. Là, qui aurait pu imaginer que c'était ça qui était demandé? A adoré le chapitre où on comprend pourquoi le personnage principal est comme ça, alors que ben assez
Classiquement, ça vient de ses parents qui ont eu, quelques difficultés et qui ont tout mis au centuple sur leur fille avec une pression, gigantesque qui l'empêche de vivre sa vie, correctement. L'amour, c'est quelque chose, de dégueulasse, qu'il faut absolument nettoyer et qu'il faut rejeter de tout son être, parce qu'après on risque d'être, triste et d'être, trompé. Évidemment, avec une mentalité comme ça, le corps peut bloquer et quand le corps ne réagit pas, c'est ton esprit qui peut bloquer derrière. Parce que de base, c'est l'esprit qui bloque et donc ça rejette sur le corps. Mais même quand le corps ne trahit pas, tu es en mode: qu'est-ce qui se passe? Non, vite, il faut pas que je fasse ça, hein, c'est trop bizarre!» C'est, juste la conclusion qui est plus étonnante. Oui, ça a montré que c'était possible, certes, mais ça a montré surtout qu'on pouvait, tromper une femme, mais pas son nez et c'est, un peu dommage comme conclusion. Ça aurait été pas mal, que traumatisme soit, traité, mais qu'elle se rende compte quand même qu'il y a un problème. Mais c'était peut-être, un poil trop enfantin et un peu simpliste. Là, le fait qu'elle soit encore en recherche, mais que ça ait ajouté, beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs, mais surtout, beaucoup de compréhension, qui est le principal, c'est quand même pas mal. Petite lecture, rapide, mais trop cool. Je suis bien content d'avoir, découvert Beastars par hasard au début de la parution et de suivre tout ce qui sort de Paru Itagaki en France. Et le volume se conclut sur un one-shot du Père Noël. Heu, c'est le Père Noël, il se paye une prostituée, pour pas lui faire de câlin, pour lui offrir plein de cadeaux et prendre des forces et il se passe pas grand-chose. Tant mieux si ça donne l'idée de Sanda, mais pour un seul chapitre, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et le dernier S de cet épisode, S comme exceptionnel bien sûr, le premier Marvel must-have que j'ai lu pour le mois, d'octobre avec, Daredevil jaune qui, vient, conclure ma collection de la quadrilogie des couleurs. Donc, c'est, Jeff Loeb et Tim Sale qui ont repris un peu les origines de 4 comics en les traitant par une couleur particulière. On a Hulk gris, Spider-Man bleu et Captain America blanc. C'est le premier qu'ils ont fait, mais le dernier que je découvre. Et c'est encore une histoire de Daredevil que j'adore. Qu'est-ce qu'il est cool ce personnage. On a les débuts de DD, que j'ai déjà lu, il me semble, dans un des comics Daredevil que j'ai dans ma collection Must-Have maintenant. Ah, vous avez dû bien entendre que j'étais tourné, tiens. Mais c'est la première fois, je crois dans mes souvenirs, que je le vois avec son costume jaune, donc avec ses vraies origines. Et c'est trop cool. Il est juste heureux d'exister, d'enfin passer le pas de devenir un super-héros, d'enfin pouvoir agir pour lui-même, pour la justice et pour les autres, de dépasser son handicap de manière bien plus claire que d'habitude, de pouvoir aider, de se venger, de trouver l'amour, et en plus de sa joie très solaire, le jaune, le soleil, vous l'avez, on a surtout plein de passages sur Karen et sur, l'amour. Même les auteurs dans la postface parlent de la fin de ce run comme plutôt une comédie romantique et effectivement, il y a juste César par rapport à la romantique, en fait. Mais là, c'était le mot romantique qui vient de romantisme et pas de la Rome antique. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Il y a des trucs que je trouve hyper esthétiques. C'est le premier des 4 qui me fait cet effet-là, mais je suis peut-être, teuteux de pas l'avoir vu avant. Il y a un, super jeu sur les couleurs. Alors, c'est plutôt, normal, du coup, vu que c'est la quadrilogie, il y a un chapitre, qui se passe dans le couloir de la mort et qui est, entièrement gris. Ça a du sens pour rendre solennel cet endroit et ce moment.
et bah, aussi pour éloigner le côté jaune et solaire de Daredevil, qui ne marche pas en ce moment-là, parce qu'il a raté sa mission. C'est très cool. L'homme pourpre, qui est donc, et qui apporte une belle tache de couleurs différentes, très en lien avec ses pouvoirs et très contrastée avec celle de Daredevil. Ça marche bien. C'est, hyper, et bah, voilà, niveau intrigue, c'est simple, hein. Il, se lance, dans sa vengeance, puis aide les gens, puis est pas sympa avec son collègue parce qu'il chope, une copine que lui voulait. Après, bah, c'est pas eux qui décident, globalement. Et il affronte des ennemis par-ci par-là qui sont, surprenants et qui marchent bien. Il y a pas beaucoup plus d'idées que ça, hein, que de faire de la justice soi-même ou pas. Côté avocat ou super-héros. Voilà quoi, c'est simple, on saisit bien les idées, c'est et ça marche du coup trop bien. Parce que là, j'ai pas grand-chose à en dire parce que c'est simple, mais c'était bien. Le comics d'après, peut-être que c'est exactement l'inverse. On sait pas, hein. Moi, je sais parce que je l'ai lu il y a une semaine et demie du coup. Ouais, je suis un peu décalé, ouais. Ensuite, j'ai lu mon deuxième Marvel Must-Have du mois d'octobre avec Secret Invasion, qui est encore un gros événement des années 2000. Il y en a eu pas mal qui se sont enchaînés et qui ont fait bouger beaucoup les lignes. Entre les scissions qui ont séparé les équipes, entre les morts qui ont vraiment séparé les Avengers, qui ont dû en créer des nouveaux, entre des morts qui ont mis fin à des personnages qui étaient là depuis belle lurette. Et là, c'est un personnage important qui était en fait un Skrull depuis un petit moment. Et donc, c'est censé installer une parano globale en mode mais qui d'autre peut être un Skrull dans les différentes équipes de super-héros ou dans les instances de pouvoir? Et surtout, ben, quel danger ça peut apporter? Mais, un peu comme tous les gros events, il y a beaucoup trop de personnages et d'équipes. Je crois que c'est là où il y en a le plus pour l'instant. Il y en a bien 5 équipes de beaucoup qui sont impliquées là-dedans et qui n'apportent rien, parce que du coup les personnages sont inexistants et ne racontent rien de différent. Et ça offre un récit qui est trop chargé, trop lourd et pas très compréhensible. Et en plus de ça, la thématique principale qu'on est censé avoir, la paranoïa, elle est inexistante, je trouve. Et c'est sacrément con de pas en avoir du coup. Ça l'est juste une fois sur Iron Man qui doute de lui-même, qui se dit mais je pourrais être méchant sans le savoir peut-être. Et finalement c'est un peu le seul doute qu'on voit, parce en dehors de ça on a des équipes entières qui vont se défendre, oh non c'est sûr que tout va bien, et qui font confiance à d'autres équipes alors qu'ils sont littéralement ennemis à la base, sans qu'il y ait plus de questions ou de sujets que ça à se poser. Alors que c'est dommage de se sortir avec seulement ça, quand on a un concept aussi zinzin. N'importe qui peut être un Skrull depuis un temps indéterminé. Donc tu pourrais avoir des grosses trahisons, des gros changements, des surprises dans tous les sens, et là on a tout ça, ça permet d'apporter de gros changements dans l'univers, comme les events précédents. Le retour de personnages parce que les Skrulls les avaient copiés, donc pratique pour faire revenir des morts à la vie. Euh, c'est majoritairement à ça que je pense, et c'est le seul truc que j'ai retenu, je crois. Mais il devait y avoir d'autres conséquences, sinon c'est dommage. Et ouais, il y a beau avoir des conséquences, et donc c'est cool pour l'univers Marvel en général, c'est chiant de fou à lire, donc ça peut pas être compensé par ça. Ça passe beaucoup trop à côté du sujet principal qu'aurait dû être pour au final ne pas raconter grand chose, et c'est très dommage. Et surtout, les conclusions et les résolutions sont extrêmement facilitées. Dès que Reed Richards est libéré par une alliée toute seule qui arrive à affronter un vaisseau entier de Skrull et à libérer la pièce maîtresse qu'il gardait et qui leur permettait de gagner la partie, et ben tout se libère facilement. Il dévoile le déguisement de tout le monde et voilà.
Il y a eu un truc qui aurait pu être intéressant avec le peuple de la Terre qui est en mode: «Ouais, les Skrulls, ils ont rien fait de mal et ils vont nous apporter du bien». Basé sur, ben, pas grand chose parce qu'ils ont fait que des trucs de merde. Encore une fois, les sujets importants sont pas traités ou extrêmement rapidement et tu ressors de cette lecture éprouvé parce que c'est long, parce qu'il y a plein de personnages, parce qu'il y a plein d'équipes, parce qu'il y a plein de batailles, mais tu en retiens rien du tout. C'est un event Marvel hyper important. Alors tu m'étonnes que la série elle pue la merde, je l'ai pas vue, hein, mais les retours sont comme ça et c'est pas surprenant si, c'est basé sur le comics. C'est mal basé sur le comics et donc c'est fou d'avoir fait 2 trucs mauvais avec la même base, qui est exceptionnelle comme idée pourtant. Ensuite, j'ai continué un peu mon marathon JoJo's Bizarre Adventure Partie 4 Diamond is Unbreakable avec le volume 6 qui était bon. Tout d'abord, on a eu la fin du combat contre Red Hot Chili Peppers, du côté de Josuke Higashikata, qui est très malin et qui marche bien. Ça utilise très bien les points faibles de l'électricité, avec le caoutchouc et l'eau salée. C'est très cool, j'aime beaucoup quand les combats de JoJo ressemblent à ça, avec des pouvoirs qui paraissent absolument abusés, mais qui ont des faiblesses évidentes quand on a un peu de logique, et qui offrent des combats du coup très évidents, mais qui marchent bien. Mais malheureusement, la conclusion du combat n'est pas là, mais sur le bateau, très proche de Joseph et très proche d'Okuyasu. Et malheureusement, celui-ci est encore complètement con et complètement perdu. Ça fait 2 fois qu'il est face à cet adversaire et ça fait, 4 tomes qui se dit qu'il aimerait bien être plus intelligent. 18 tomes de la partie, c'est pas gigantesque non plus, mais il va pas falloir tarder à montrer une évolution. Et cet arc se termine sur un passage plutôt mignon entre Josuke et son père, qui se découvrent l'un l'autre pour la première fois. C'est touchant, beaucoup dans les non-dits, mais ça marche bien. L'arc suivant leur est d'ailleurs consacré. Les deux tombent sur un manieur de stand qui n'est autre qu'un bébé. C'est un arc rapide sur lequel j'ai pas des milliards de choses à dire. C'est surtout pour se moquer de la bêtise et de la vieillesse de Joseph. Mais il a encore plein de cœur et de courage, et surtout plein d'envie d'aider, qui permettent à Josuke d'apprécier son père et de lui montrer un peu de respect, ce qui n'était pas gagné. C'est cool à voir, dira-t-on. Et enfin, troisième arc différent dans ce volume, on a Koichi et Azamada, donc la petite frappe avec son pantin, si je ne m'abuse, qui découvre le personnage de Rohan Kishibe, qui est un personnage que Araki adore, parce qu'il est basé sur lui du coup. Pas pour rien qu'il est très présent dans cette partie, qu'il a le droit à une intrigue à part. Rohan Bizarre Adventure? Non, c'est pas si nul le titre. Rohan au Louvre. Et qu'il est de retour dans une autre partie plus tard, même s'il est bien moins présent dans la partie dans laquelle il apparaît plus tard. Mais ouais, c'est évidemment super cool tout ce qu'il fait avec Rohan. On a de la mise en abîme sur la création, sur le monde du manga, sur le fait de vider l'essence et l'existence des personnages pour écrire des intrigues et avoir de la créativité autour d'eux. Mais là, c'est par la forme d'un stand, et quand il prend les idées chez ses victimes, il les prend définitivement. Et donc se faire vider petit à petit de son essence et de son expérience, même si c'est pour être dans l'œuvre d'une personne qu'on adore, ça reste sacrément dur. Ensuite, j'ai écrit Je comprends son attache. Là, je comprends pas ce qu'il a dit, le petit monsieur, il y a une semaine. Mais ouais, plein de trucs cool, plein d'idées bien différentes.
On a terminé la première partie parce qu'avec la fin de Red Hot, il y a plus de nouveaux stands adverses et dangereux qui peuvent apparaître parce qu'il y a plus, l'arc et la flèche et derrière, bah, un petit arc pour, reformer pour la première fois la famille, Josuke Joseph et un arc pour faire intervenir Araki lui-même dans l'intrigue. Ensuite, j'ai lu JoJo's Bizarre Adventure partie 4 Diamond is Unbreakable volume, 7. Là aussi, c'est un peu un melting pot de petits arcs, assez divers et variés, où on n'arrive pas trop à voir le sens et pourquoi est-ce que c'est là. Le problème, c'est que ici, c'est quand même moins bien. Koichi est, sauvé par Okuyasu et Josuke, donc bah, c'est un peu dommage pour son personnage et surtout la victoire est, amenée parce que, Josuke est littéralement aveuglé quand on parle de ses cheveux et ben, ça saoule un petit peu. C'est pas un développement de personnage très intéressant et c'est même pas spécialement un caractère. C'est alors oui, derrière c'est justifié par un flashback, plutôt mignon que je prends volontiers. Il était jeune, il était malade pendant l'intrigue de Stardust Crusaders et sa mère a eu du mal à aller à l'hôpital. Il a été aidé par un jeune avec cette coupe-là pour aller à l'hôpital et depuis il veut rendre honneur à son sauveur en ayant sa grandeur d'âme et sa coiffure. Ça a du sens, c'est mignon, mais bah, c'est chiant comme caractéristique que le personnage principal, il soit que lié à ses cheveux et à pas grand-chose d'autre. Ensuite, l'arc d'après, il est particulier. On a Josuke et Jotaro qui, partent à la poursuite de rats. Des manières de stand, certes, mais ça reste, 2 rats. Et donc, ben, comme c'est des rats, qui ne parlent pas et qui n'ont pas de caractère, c'est pas très intéressant de ne pas avoir, d'ennemis à se mettre sous la dent. Et en plus de ça, le combat se fait en lançant des billes ou des balles de loin sur le rat. C'est cool sur le sang-froid et sur le lien un peu maître-élève entre les 2 JoJo, mais il y a malheureusement pas grand-chose d'autre. Et le l'arc qui conclut ce volume-là, c'est avec, Rohan et Koichi qui sont coincés dans une ruelle qui est une sorte de labyrinthe où ils n'arrivent pas à en sortir et qui tease pas mal de mystères avec, des histoires, de tueurs, des histoires, bah, du coup, de ruelles qui enferment les gens, avec, une fille qui sort de nulle part, un chien qui sort de nulle part et qui sont pas spécialement en forme, en fait. Donc ouais, on a eu 2 volumes de transition d'affilée qui servent à présenter, la relation père-fille, à, présenter, la passion pour ses cheveux, à faire venir un nouveau personnage principal. L'arc à éclairage, je sais pas à quoi il sert, c'est vraiment le seul que je comprends pas. À, teaser la suite, en parlant un peu plus du tueur de Mario, mais ce deuxième volume est quand même vachement moins intéressant que le premier. Et enfin, on va terminer cet épisode avec un, jeu vidéo, ça fait un sacré moment. En même temps, pour finir Donkey Kong Bonanza à 100%, ça m'a pris entre 40 et 45 heures, selon mon compte, Nintendo Switch et ça m'a pris 3 mois sous rond, alors que je n'ai joué à rien d'autre. Donc si en 3 mois, j'ai eu 40-45 heures de jeu, tu m'étonnes que je n'ai pas terminé grand-chose. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien, reprendre les lives, comme je dis à chaque épisode, parce que, ben, c'est ce qui me motive et qui me donne une raison de jouer à pas mal de jeux. Alors que j'ai plein de jeux à faire de base, et que récemment il y a eu plein de trucs qui font trop envie qui sont sortis. Hades 2, Silksong, Megabonk, Ball X-Pit, Clair Obscur. Parce que sinon, du coup, j'ai mon dernier live, c'était fin mai, je crois, avant de prendre mon poste actuel.
Et depuis, bah, j'ai joué à rien sur mon PC en solo. J'ai fait 1 ou 2 soirées sur Peak, 1 ou 2 soirées sur Repo, et c'est tout. Et sur ma jolie Switch 2 que je me suis acheté à sa sortie, j'ai joué viteuf à Mario Kart, j'ai joué viteuf à Mario Party avec les copains. Et sinon, bah, j'ai fait que du Donkey Kong Bonanza pendant 3 mois. 40 heures pour le 100%. C'était très cool. J'ai fait de sacrées longues sessions à chaque fois que je jouais. Genre en sautant des repas, genre en jouant de 11 heures à 16 heures, tu vois, par exemple. Je te dis, oh, moi je joue autant. C'est pas commun hein, quand tu vois la moyenne de durée des lives, qui sont plutôt courts parce que je joue pas des 1000 et des 100, parce que je suis pas un gamer. Ouais, c'est prenant et addictif si j'y ai joué autant d'un coup. Mais c'était redondant sur la fin, et c'est pour ça que sur la fin, les sessions étaient de plus en plus éloignées, et que j'ai eu du mal à en voir le bout. D'autant plus que le post-game, ça m'a pris 2 ou 3 sessions bien complètes et pas intéressantes, où il fallait retourner dans tous les mondes pour le refouiller en entier, pour trouver entre 1 et 5 nouvelles bananes. Ça vaut largement pas le coup et c'est pas intéressant. Et les quelques trucs finaux, ça demandait un farm bien long et bien pas intéressant pour les derniers disques que j'ai pas trouvés, pour les dernières bananes qui s'achetaient avec des rondelles de Ballandium, alors que j'ai eu la cravate pour les rondelles tout le long du jeu et j'en avais largement pas assez, et pour un petit peu de gold pour donner à Grumpy. Il s'appelle pas comme ça. Et c'est dommage de finir sur une telle touche, alors que le jeu est bien malin, bien fun et addictif. Tu peux tout casser, te balader bien tranquillement, c'est fun, ça marche bien, ça se prend bien en main. Il y a plein de bonnes idées. C'est facile de fou, évidemment. Mais comme tu peux prendre tellement de chemins différents en utilisant tes différentes bonanza, en passant par un côté ou par l'autre, en détruisant le mur, le plafond, le sol, il y a plein de trucs possibles, ça aide pas à que ce soit plus simple, mais ça marche bien. C'est le premier Donkey Kong que je termine en entier. Les country, c'est bien trop dur. Returns et Tropical Freeze, j'ai jamais vu le bout. Et 64, j'y ai pas touché. Et c'est le premier jeu Switch 2 que je termine, parce que sinon, j'ai joué à Mario Party et à Mario Kart qui n'ont pas de fin. J'ai commencé un peu le prochain. Ça devrait être plus rapide parce que bah il y a que 12 niveaux à faire. Donc normalement je devrais pas mettre 3 mois pour le terminer, j'espère. C'est le DLC de Kirby. Donc la route des étoiles filantes, je crois. Et après, je sais pas. Mais j'ai Pokémon Zelda qui attend. J'ai Bravely Default, je crois dans... Bravely Default qui attend, auquel j'ai jamais joué. Faudrait que je reprenne et termine Tears of the Kingdom. Pourquoi pas, quand j'aurai un peu de temps et un peu envie, terminer le 100% de Breath of the Wild, mais ça fait moins envie. Voilà, j'ai un peu le choix. Pokémon, Bravely Default et Tears of the Kingdom, qui sont vraiment en cours et à terminer. Il va falloir avancer, hein, parce qu'il y a Hyrule Warriors la semaine prochaine, il y a Kirby Air Riders fin novembre, Metroid Prime 4 début décembre. Il y a du boulot sur cette Switch 2. Mais ça c'est cool, c'est un peu mon temps calme où j'ai pas grand chose à faire pour les autres. Sinon même quand je lis ou quand je regarde des films, vu que c'est rapidement terminé, c'est vite pour Komorebi. Il y a que les séries et les jeux vidéo qui sont un peu pour moi parce que c'est sur la longueur. Et ça finit par être Komorebi, tu vois, mais ça prend plus de temps. Et ça m'accompagne plus longtemps. C'est pour ça que je crois que j'aime bien faire ça tout doucement, à mon petit rythme, tranquillement. Mais que j'aimerais bien jouer plus en live, je sais pas si j'ai déjà dit. Et pour le jeu, ouais, les musiques sont cool, notamment dans les zones Banenza. Le lore est plutôt sympathique avec ses nouveaux méchants, avec le lien entre Pauline et DK, et avec le lien avec Mario Odyssey, qui fête ses 8 ans aujourd'hui, bravo, bravo à lui. J'ai bien aimé la libération de Pauline petit à petit, qui s'est fait par ses passions et par l'amitié. Message simpliste, Nintendo classique, mais message très mignon et qu'on prend volontiers.
Et petit bémol sur les Banenza qui sont sacrément abusées. Certaines plus que d'autres. J'ai utilisé principalement le gorille pour, tout ce qui est combat et destruction et l'éléphant pour tout ce qui est aspiration de décors dans tous les sens. Le reste est plus occasionnel, mais c'est bien abusé, ça casse beaucoup le jeu, c'est un petit peu dommage. D'autant plus qu'à côté de ça, t'as pas un immense gain en puissance, malgré l'arbre de compétences qui se remplit grandement pourtant. Très bon moment, bravo la Switch. Et voilà qui conclut enfin cet épisode en retard, après 1h18 d'enregistrement. J'aime bien dire le timing d'enregistrement pour voir et comparer avec le temps utile. En même temps, je fais des pauses toutes les 2 œuvres pour, soulager un peu ma voix toute fragile. Parce que, genre je parle, 1 heure dans la journée, c'est, là. Parce que moi dans la vraie vie, voilà, je suis introverti de fou, hein. Et donc ma voix, elle se fait, déchiqueter la gueule quand j'enregistre. Comment j'ai pu faire des lives de 5 heures sans que ça me dérange spécialement au niveau de la voix? Peut-être que c'est plus, dans le temps. Le temps de parole là, c'est non-stop, et vu que je peux me reposer sur rien d'autre que sur moi. Bref, je réitère, hein, en commentaire, dites-moi comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé de ce dont je parle dans cet épisode. Lâchez un petit pouce si ça vous a plu, ou des étoiles si vous écoutez en podcast. Abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve dimanche prochain à 15h par pitié pour l'épisode de la semaine 43. On aura 8 œuvres à traiter, 7 mangas, un film, avec beaucoup de JoJo, donc ça devrait être plutôt rapide à faire. J'espère le faire dans la semaine par pitié. Ce soir, peut-être que je vais reposer un peu ma voix et pas enregistrer. Demain, c'est escalade, donc peut-être un peu après, sauf si je suis cramé. Mercredi, j'aimerais bien aller au ciné, donc ça sera peut-être après, sauf si je suis cramé. Ce qui me donnerait jeudi. Eh ben, ça va vite la semaine, hein. Pas évident de vouloir mener 40 000 vies et d'avoir 40 milliards de passions à la fois. Et ouais, j'aimerais bien live, mais vu ce que je viens de vous dire, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. Mais j'aimerais bien reprendre cette semaine, ça me ferait très plaisir. On se revoit prochainement sur internet, quoi qu'il arrive. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.